Bonjour tout le monde. On est très content d'être là, c'est la première fois qu'on est speaker au Devoxx. Et je suis très content personnellement de voir qu'il y a tant de monde que le sujet intéresse. Moi c'est Nabil El-Khatib. Et bonjour, moi c'est Elise Schuller et on est tous les deux ingénieurs logiciels embarqués chez Doctolib. Donc là j'imagine potentiellement une première question. Il y a des devs embarqués chez Doctolib? Bah ouais, il y en a deux, donc ils sont devant vous aujourd'hui. Et on a débarqué dans ce monde de développeurs full software, full stack, il y a 3 ans. Et justement aujourd'hui on est là parce qu'on voulait partager avec vous notre retour d'expérience sur un des projets sur lesquels on a travaillé depuis notre arrivée et qui est justement un peu disruptif par rapport aux habitudes de Docto. Et pour vous illustrer ça, ceci pour nous, c'est des tests qui tournent dans la CI. Mais bon, avant de vous décrire tout ça, on va déjà revenir sur un peu de contexte. Alors, Doctolib, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent l'entreprise Denan. Alors, la plupart connaissent la partie immergée du produit que commercialise Doctolib. Donc, la partie immergée, à savoir l'agenda, qui permet aux praticiens de gérer au quotidien leurs rendez-vous et donc aux patients de pouvoir prendre des rendez-vous, tout simplement. En fait, il y a une autre partie qui est très inconnue du grand public, puisqu'elle est destinée aux professionnels, donc aux médecins, aux praticiens, dans des cabinets ou dans des structures plus grandes. Et donc cette partie-là, elle répond à deux besoins, une partie médicale et une partie financière. La partie médicale, c'est tout simplement la gestion des dossiers patients, la prise en compte de nouveaux patients, la gestion de leurs antécédents, la gestion de leurs résultats de biologie, etc., etc. Et in fine, la gestion de la partie facturation, puisque quand vous allez chez un médecin pour une consultation ou pour n'importe quoi, à la fin de la consultation, il y a une facture qui est faite et qui est transmise à l'assurance maladie pour que tout le monde, en gros, puisse être remboursé. Donc, si vous avez notamment avancé des frais. Et donc, j'ai parlé de facturation. Donc, une facture, ça ressemble à ça dans le passé. Ça existe toujours dans les cas où vous allez chez le médecin sans votre carte vitale. Qu'est-ce que c'est? C'est un formulaire que le praticien remplit. Vous remplissez aussi une partie, mais c'est plutôt le praticien qui remplit les informations les plus importantes, à savoir la nature des soins qui vous a été donné, donc la codification des actes, notamment. C'est important pour la tarification de ces actes-là. Donc chaque acte a un montant dédié. Et une partie aussi importante qui donne l'information sur l'assurance maladie. Donc il y a une partie assurance maladie obligatoire, une partie assurance maladie complémentaire. Donc c'est en fonction de votre couverture sociale. Et en bas de ce formulaire-là, il y a deux petites cases pour les signatures. Donc une signature pour le praticien et une signature pour vous, en fait. Et donc ce formulaire-là, il est transmis par la poste à l'assurance maladie. Et en fait, il se trouve que dans les années 90, l'assurance maladie décide de dématérialiser tout ça. Et son choix s'est reporté sur des cartes à puce. Donc deux, une carte à puce verte que vous connaissez, une carte vitale, une carte à puce rouge pour les médecins. Donc c'est des CPS, cartes professionnelles santé, qui sont censées dématérialiser tout ça, donc codifier les mêmes informations, notamment la nature l'identification du médecin, sa structure, etc. Donc tout ça passe par des cartes à puce. Et qui dit carte à puce dit lecteur de carte à puce. Et donc chez Doctolib, donc dans la solution Doctolib Médecin, on fournit aussi pour les praticiens qui le souhaitent un lecteur de carte à puce. Notre lecteur a la particularité d'avoir deux fontes pour pouvoir lire les deux cartes en même temps. Ça peut paraître révolutionnaire, mais enfin ou pas, mais bref. Donc une fonte qui est un peu cachée pour les cartes CPS, puisqu'elles ne sont pas censées être souvent retirées. Et une fonte pour les cartes vitales, donc pour lire les deux en même temps. Et ce lecteur donc, peut être utilisé à la fois en Bluetooth et en USB, pour ceux qui font de la mobilité, notamment les kinés, les infirmières, etc. Et tout en faisant en sorte que ce soit le plus transparent possible et que les données soient pareilles dans les deux configurations. Et du coup, donc là vous en savez plus sur le produit.
Comment ça s'architecture, tout ça, on va dire softwarement parlant. Donc il y a l'application Doctolib. Et pour ce qui est de la partie facturation, ça va se baser sur ce qu'on appelle chez nous le Billing Engine. Donc c'est une librairie qu'on a écrite en Rust, qui est notre moteur de facturation. En fait, c'est quoi son travail? C'est d'avoir toutes les règles de facturation pour faire en sorte que le praticien fasse une facture valide. Cet engine, il se repose sur les FSV. Donc c'est un ensemble de librairies en C qui nous sont fournies par le GIE Sesame Vital. Donc c'est des librairies dynamiques pour desktop qui nous sont données. Et elles contiennent différentes API, mais notamment celles qui ont l'intelligence en fait, de comment lire la carte vitale et comment lire la carte CPS. Et pour faire ces lectures, elles vont se baser sur un protocole qui s'appelle le PCSC, enfin sur une librairie qui est disponible de base sur les ordinateurs, une librairie système, qui s'appelle le PCSC, et qui est une librairie pour faciliter tout ce qui est échange avec des smart cards. Et donc, cette librairie, par la suite, elle passe par l'USB pour s'adresser au lecteur. Côté mobile, ça n'existe pas. Il n'y avait pas ce PCSC sur mobile. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en gros fait du PSC via Bluetooth. Donc, on a écrit en se basant sur les API PCSC, mais pour qu'on puisse communiquer avec notre lecteur par Bluetooth. Pourquoi vous décrire un peu tout ça? C'est parce que par la suite, vous allez voir qu'on va surtout se concentrer sur la partie mobile, parce que justement, en plus de valider finalement le firmware du lecteur, on avait aussi cette couche à valider et à faire en sorte que les échanges se passent bien. Et donc, je commence à vous parler de tests. Donc, quand on est arrivé, la couverture de test, elle ressemblait à ça, donc avec toutes les parties en grise non couvertes. Donc, tout ce qui, finalement, va adresser le hardware. Et donc, pour passer ces tests, on les passait avec le mode mock, que je vous expliquerai plus tard, pour plein de raisons, hein, parce que c'est plus rapide, parce que du coup, on est totalement agnostique du host, donc pour passer dans la CA, c'est tip-top. C'est facilement parallélisable. Et bon, il faut bien se l'avouer, à l'époque, il n'y avait personne qui voulait aller rentrer dans la machinerie et voir comment faire pour intégrer le hardware à tout ça. Et en parlant de tests, je vais vous faire une précision aussi sur des tests un peu spécifiques chez nous, qui sont les tests de certification. Donc en fait, le logiciel, pour être commercialisé, pour être vendu aux praticiens, il a besoin de passer une certification. Pour faire cette certification par le GIE Sesame Vital, on nous a fourni tout un tas de cartes de test. Donc là, vous pouvez voir, là, c'est un des livres de cartes de test qu'on a. Des cartes de test Vital et des cartes de test CPS. Et un cahier de test à passer pour vérifier voilà, que notre logiciel est conforme et répond bien au cahier des charges. Et donc, ces tests, qu'est-ce qu'on a fait? On les a automatisés. Déjà, pour nous aider à passer la certification, pour faire une évaluation de notre côté avant, de manière assez automatique, même s'il y a aussi des tests manuels, bien sûr. Et aussi pour en faire des tests de non-régression. Pour, voilà, si jamais on fait des changements, qu'on soit sûr qu'on soit toujours OK et que voilà, on ne dégrade pas le service. Donc ces tests, on les fait via API, là où on teste vraiment que le moteur de facturation. Voilà, c'est rapide, on a un retour rapide. Et puis via IHM, parce que forcément, il faut que l'IHM, qu'elle corresponde. Et donc, comme je disais, en mode mock, donc, en fait, toutes ces cartes, on les a préalablement toutes lues. On a extrait les données lisibles des cartes. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on va passer les tests, au moment de passer le test, on va dire, là, je vais passer le test avec telle carte vitale, telle carte CPS. En fait, on va donner l'information au moteur de facturation des données de ces cartes et il saura qu'il doit travailler avec ça et pas aller essayer de lire des données de vraies cartes. Voilà, maintenant que vous en savez plus un peu sur le produit, sur de quoi on parle, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet et vous présenter comment on a développé la partie test hardware. Tout d'abord, donc, vous expliquez un peu l'objectif qu'on avait, ou peut-être vous le rappelez. L'objectif qu'on avait, c'était si je reprenais le schéma que vous présentez, Elise, tout à l'heure, le schéma en bloc, c'était de couvrir le plus de blocs possible, ou tous, ce qu'on a fini par faire dans cette architecture-là, donc en partant vers le bas, bien entendu, puisque le haut c'était moqué, enfin c'était déjà testé, le bas était déjà moqué, donc c'est pas ce qui nous intéressait. Donc couvrir le plus de parties, les intégrer à
cette base de tests déjà existante. Cette base de tests, donc, notamment les tests de certification, puisque c'est ce qui fait foi, encore une fois, comme disait Élise, auprès de l'assurance maladie. C'est ce qui nous permet de pouvoir commercialiser notre logiciel aux praticiens et notre lecteur, bien entendu. Avec une première contrainte de savoir comment on automatise le changement des cartes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'automatiser? Parce qu'il y en a beaucoup trop, donc une trentaine de CPS, une centaine et quelques de Vital, et donc on n'avait pas forcément, on ne pouvait pas forcément laisser ça, faire en sorte que ce soit manuel. Et donc on avait réfléchi un peu à cette question-là. On avait tout de suite deux solutions possibles. Une solution un peu ridicule, que vous devinez peut-être, c'est d'avoir quelqu'un derrière un banc de test, dont le métier serait de faire tourner les tests donc, en insérant des cartes et en en retirant d'autres en fonction des tests qui devaient être exécutés. Voilà. C'est bête, mais ça pouvait être possible, mais c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas automatisable. On peut y trouver plein de raisons de pas le faire. Et une deuxième qui est un peu plus sérieuse, vous le devinez peut-être pas, mais l'idée derrière le GIF, c'était d'avoir une sorte de robot avec un bras qui allait piquer, qui allait chercher des cartes sur une étagère en fonction du test, encore une fois, et les insérer dans un lecteur. C'est un beau challenge technique, mais dans l'absolu, mais c'était pas. Si on avait fait ça, on ne serait pas là aujourd'hui. D'autant qu'on n'avait pas et on n'a toujours pas les compétences dans l'équipe pour le faire. Donc pour ceux que ça intéresse, qui s'y connaissent, ça peut être amusant de le faire. Bref. Donc on n'a pas fait aucune des deux solutions. Ce qu'on a fini par faire, c'est de se poser une nouvelle question, de savoir si on peut simuler des cartes. Aujourd'hui, il y a des simulateurs de plein de choses, que ce soit du matériel ou du logiciel. On peut simuler beaucoup de choses diverses et variées. Et on s'était posé la question, en fait, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu un peu le même besoin que nous de pouvoir simuler des cartes, notamment, c'est des choses qui existent dans le monde bancaire, puisqu'ils travaillent aussi avec des lecteurs de cartes et des cartes à puce. Et en fait, oui, il y a des boîtes qui font ça. On en a notamment shortlisté deux. Une première qui était Smartware, qui fournissait un boîtier assez gros, assez complexe, assez technique, qui permettait de faire ce qu'on voulait, mais un peu trop de choses par rapport à ce qu'on voulait, dans le sens où il y avait trop de détails et on n'était pas forcément des experts. On n'est toujours pas aujourd'hui, mais c'était pas le niveau de détail que l'on voulait, donc on ne s'est pas positionné là-dessus, d'autant qu'il n'y avait pas d'offre de test, donc on avait un peu laissé tomber. Et heureusement, on avait trouvé une deuxième boîte qui s'appelle Keolabs, qui fournit un petit boîtier qui s'appelle NomadLab, donc petit boîtier avec un écran, une sonde, une app qui est reliée à une sonde qui contient une carte vierge en fait, qu'on peut contrôler, piloter, entre guillemets, je vous expliquerai comment, pour pouvoir jouer le jeu et faire en sorte qu'une carte que l'on veut soit cette carte-là. En gros, donc, le boîtier se charge de traduire en signaux électriques vers la carte et depuis la carte les commandes que l'on veut. Et donc j'ai parlé de commandes. En fait, les cartes sont pilotées avec des commandes. Ça s'appelle des APDU. C'est juste des tableaux, c'est des séries d'octets qui sont envoyées aux cartes, auxquelles elles sont censées répondre. Donc elles peuvent pas initier de commandes en elles-mêmes, les cartes, mais elles sont censées répondre aux commandes que l'on lui envoie. Et donc c'est codé. C'est des champs bien définis avec des longueurs diverses. Vous pouvez remarquer que les réponses sont sur le tableau que je vous montre, il y a 2 octets, mais en fait, elles peuvent être beaucoup plus longues en fonction de ce que l'on veut lire. Et donc, justement, un exemple. Donc, à droite, sur la partie droite de l'écran, il y a 2 colonnes. Une colonne pour les commandes, une colonne pour les réponses. C'est sur un exemple de lecture de cartes. On a recordé les échanges qu'il y a eu. Et à gauche... Et à gauche, on voit ce que vous disiez, Elise, tout à l'heure, donc la partie mock, où on peut avoir toutes les données lisibles dans les cartes, on peut les coder dans un JSON et aller piocher dedans pour les tests en mock, pour dire telle carte, c'est tel bénéficiaire, c'est telle couverture, etc., etc. Et vous remarquez qu'on peut retrouver à peu près les mêmes données sur les deux. À peu près, je dis, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et notamment le numéro de série pour cette carte-là.
Et donc, une fois qu'on avait cette connaissance, donc une meilleure connaissance sur les APDU et comment communiquer avec la carte, c'était comment recorder ces cartes et pouvoir ensuite émuler nos cartes avec le Nomad Lab. Donc, on s'est réintéressé à par où ça transitait. Donc, je vous parlais tout à l'heure du Billing Engine, avec, qui appelle les FSV et qui ensuite utilise le PCSC. Et du coup, on s'est intéressé à la fonction S-Card Transmit, puisque c'est là où on voyait que tous les échanges se passent. On a notre commande qui est envoyée et forcément ensuite la réponse. Et du coup, on s'est dit comment on va se brancher là-dessus et capter ces infos pour les recorder. Et du coup, là, on s'est mis un peu en mode hacker et on a utilisé le système de trampoline. Donc, le système de trampoline, comment ça marche? Donc, en gros, on a notre user code, donc là, notre billing engine, qui va appeler le PCC et dans le cas classique, en fait, ça va appeler l'adresse où il y a le symbole exposé, exécuter le code, etc. Le trampoline, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il va à l'adresse d'appel classique, en fait, il va remplacer l'instruction et il va faire un jump vers une autre fonction, qui est une fonction de hook, où on peut écrire le code qu'on veut et ensuite où on peut soit revenir dans le code originel ou soit rappeler le vrai code de la librairie. Et donc, on a mis ça en place en Rust. Grâce à un module qui s'appelle Détour, qui était disponible directement en Rust et qui faisait la majorité du travail. Donc, vous voyez, c'est assez simple. En haut, c'est comment on lui indique quelle librairie il doit détourer, le symbole qui nous intéresse. Ensuite, dans la partie init, au moment où on fait le enable, c'est là où il va y avoir un peu le changement d'instruction qu'on a vu juste avant. Et enfin, en dessous, c'est notre fonction de détour. Et donc, dans cette fonction de détour, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va commencer par appeler l'original. Comme ça, on a notre commande qui est envoyée et notre réponse qui est reçue. Et ensuite, une fois qu'on a traduit, parce que du coup, on est sur des types C en type Rust, on va écrire ça dans un fichier. Et on a notre recording. Une fois ce recording fait, donc on a recordé toutes nos cartes de test, et on a fait un proof of concept. Pour faire donc, comment on l'a mis en place, donc on a notre suite de tests. D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé qu'à une des deux cartes pour éviter de rajouter tout de suite trop de complexité. Donc là, on s'est intéressé à la carte vitale. Et du coup, comment ça marche? La suite de tests se lance. Elle indique à notre démon d'émulation va chercher telle carte en base, parce que c'est avec telle carte-là qu'on va fonctionner. Ensuite, le test démarre vraiment. Là, ça va appeler toutes les différentes couches quand on va lire la carte. Et il y a une première APDU qui va partir jusqu'au lecteur, qui va ensuite être capté via la sonde par le Nomad Lab et être traduit pour être envoyé à notre émulation. Et là, ensuite, il suffit de faire la correspondance commande-réponse. On renvoie la réponse. Et là, on a notre premier test qui passe, première lecture qui se passe bien, premier test vert, on est super content. Et puis, tous les autres, ils sont rouges. Bon. On s'intéresse du coup aux autres. Quand on les run les uns après les autres, ils sont verts. Et là, en fait, c'est là où on a compris l'importance des événements de retrait et d'insertion. Parce qu'en fait, une carte à puce, c'est un système de fichiers. Donc en fait, quand on va lire une carte, en fait, on va se balader dans le système de fichiers de la carte. Et du coup, pour faire ça, il y a des états internes qui sont sauvegardés. Et donc sans les événements, ces états internes n'étaient pas resetés. Et du coup, voilà, c'est comme si on était toujours sur la même carte, donc ça ne fonctionne pas. Donc il fallait mettre en place ces événements. Comment on peut faire? Il y a toujours la partie mécanique, mais on n'avait toujours pas très envie de s'y atteler. Et il se trouve que nous, étant donné qu'on a la main sur notre lecteur, ce qu'on a fait, c'est que on a créé une commande intermédiaire. En fait, on peut aussi envoyer des commandes directement au lecteur. Et donc, on a créé une commande qui va permettre de désalimenter, réalimenter en fait, les slots des cartes. Et juste par cette manip, on va créer un événement de retrait ou d'insertion. Voilà, donc à ce stade, avec tout ça en place, on avait notre partie émulation de prête, donc avec notre lecteur, les deux Nomad Lab pour chaque carte, et oui, 2 PC Windows. Alors comme ça paraît un peu beaucoup, mais en fait, il se trouve qu'on avait une contrainte parce que le Nomad Lab utilise, si certains connaissent, comme Object.
qui est un truc un peu particulier de Windows, et il se trouve que du coup, on pouvait avoir qu'un Nomad Lab connecté à la fois. Donc voilà, ça paraît un peu lourd, mais bon, on était quand même content à ce stade. On a notre partie émulation qui est fonctionnelle. Maintenant, je vais vous expliquer comment on a intégré les téléphones au setup précédent. On a commencé par faire les tests, par lancer les tests sur mobile, puisque c'était plus intéressant que sur desktop. On avait déjà des choses qui tournaient dans la CI. Donc, quelques mots pour vous dire comment on crée nos applications mobiles. Pour rappel, donc, on a toute la partie FSV, qui est un gros ensemble de fichiers sources en C. Qu'on est obligé de recompiler parce qu'on s'en sert. Et justement, on est obligé de recompiler. Pourquoi? Parce que qui dit, vous l'aurez deviné, il y a de la cryptographie dans l'authentification des cartes, etc. Donc pour les tests, pour les besoins des tests, on est obligé de patcher certaines parties. En fait, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est surtout la partie où on génère des nombres aléatoires. Donc on est obligé de fixer des valeurs fixes à ces endroits-là pour garantir que les tests puissent être reproductibles, tout simplement. Donc une fois ce petit patch effectué, donc on les compile, rien de plus naturel, donc, pour compiler des fichiers source C en fichiers objets. Pour ceux qui ne connaissent pas, les fichiers objets, c'est juste du code machine, donc on transforme des fichiers texte en code machine pour une architecture cible. Ça dépend de la target, donc pour Android ou pour iOS, ça peut être des architectures différentes. Et donc en fait, tous ces fichiers objets-là, ils sont tous mis ensemble dans un même fichier qui s'appelle une archive ou une librairie statique. Donc c'est juste vraiment la concaténation de ces fichiers objets-là dans une même archive qui rend l'utilisation de ces fichiers objets-là en même temps plus simple par rapport aux besoin de les avoir tous en même temps. Donc on a juste un seul fichier qui les regroupe. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on s'est posé la question de comment faire en sorte que notre code Rust, qui est vraiment l'intelligence ou notre valeur ajoutée au final du logiciel qu'on développe, donc comment on peut interagir avec ce code C, donc interagir entre ces demandes de C et de Rust. En fait, c'est plutôt simple grâce à Rust. Donc il y a quelque chose qui s'appelle FFI en Rust, Foreign Function Interface, qui permet ou qui fait en sorte d'appeler du code C depuis le code Rust de manière plus ou moins simple. Donc pour être assez rapide, donc, pour les fichiers Rust, on fait pareil, on compile en fichier objet. Et on s'arrête là pour l'instant. Et donc ce qu'on va faire à ce stade, c'est qu'on va devoir déclarer toutes les signatures qui nous intéressent dans le C en Rust. Donc là, je vous donne un exemple de fonctions qu'on peut utiliser depuis notre code Rust. Donc là, c'est un NM pour ceux qui connaissent. Typiquement, on a un symbole. Donc un symbole, c'est juste une signature de fonction, enfin un nom de fonction plutôt, que l'on est intéressé d'appeler. Et donc ce lire config, ce qu'on va faire, en fait, je vous dis pas tout, c'est fait automatiquement, on le fait pas à la main, c'est un peu fastidieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir le déclarer en type Rust, donc on le déclare comme étant un symbole externe, qui est défini dans une ABI C, parce qu'il est écrit en code C, et on fait un peu la traduction des types C en Rust, pour faire en sorte que le compilateur puisse s'y retrouver, tout simplement. Une fois cette étape faite, en fait, on n'a plus qu'à concaténer tout, donc avec le linker de Rust. Donc à la fois l'archive qu'on avait générée pour les FSV et les fichiers sources Rust, les fichiers objets des fichiers sources Rust. On appelle le linker et magie, on peut générer la librairie que l'on veut, donc, que ce soit pour l'architecture Apple ou pour l'architecture Android, avec la particularité que pour ceux qui s'y connaissent, on est obligé d'avoir une librairie statique pour Apple et une librairie dynamique pour Android. Et bon, après, le principe reste le même. La librairie est loadée au démarrage de l'application et ça se passe plutôt bien. Donc pour les tests, on se sert d'Appium. Appium, c'est Selenium pour le mobile. Le principe est assez simple. On a nos tests qui s'exécutent en Kotlin, donc qui sont écrits en Kotlin, qui s'exécutent sur notre host. Et ce host-là communique avec un serveur qui est écrit en Node via HTTP. Et ce serveur-là aussi communique avec un driver spécifique à chacune des targets. Donc c'est une sorte d'application un peu fantôme qui est installée sur le téléphone pour pouvoir piloter notre application, donc faire les appuis boutons, enfin faire les appuis tout simplement
etc., en fonction de la target. Et en fait, on utilise Appium, mais pas totalement. On ne l'utilise pas de bout en bout, parce qu'on n'est pas là pour faire des tests IHM. Il y a déjà des tests IHM sur les applications mobiles, ou sur l'application tout court. D'autant que c'est lent, et qu'on a la contrainte du matériel, et que les temps ne sont plus les mêmes, donc on n'a pas envie de s'ajouter cette latence en plus. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on se limite en fait au login et au setup de la session, donc la configuration du compte du praticien sur l'application, etc. Et très important, l'appairage du lecteur, parce qu'on a un vrai lecteur. Donc ça, forcément, on est obligé de le faire à la main, parce qu'il faut faire certaines manipulations. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, on fait un passe-plat sur l'engine en passant par TypeScript. Donc on a l'interface Windows à laquelle on ajoute une propriété qui nous permet d'appeler depuis le JS avec les méthodes que l'on veut, enfin avec les noms que l'on veut de méthode et les paramètres que l'on veut. Ce qui fait qu'on rajoute des choses au schéma précédent, donc on rajoute les téléphones qui sont branchés au PC host, donc qui exécute les tests, et qui sont connectés en Bluetooth au lecteur de cartes, pas les deux en même temps, parce qu'on ne peut pas tester les deux en même temps. Et pour ceux qui ont marqué, il y a une petite prise qui a été rajoutée. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout simplement le lecteur soit, puisqu'il fonctionne sur batterie, pour qu'il puisse être en permanence utilisable, notamment la nuit où on n'est pas là. Et pour ceux que ça interpelle, qui se demanderaient pourquoi on n'utiliserait pas le port Bluetooth, c'est un peu bête, mais notre lecteur ne peut pas être utilisé en même temps en Bluetooth et en USB. Donc une fois qu'on a branché en USB, on perd la communication Bluetooth. Donc on ne peut plus se connecter au téléphone, et donc on ne peut plus exécuter les tests sur mobile en même temps. Donc une fois qu'on avait cette partie-là, on avait nos tests, ça y est, automatisés, donc qui run tout seuls, mais qui ne sont pas encore lancés tout seuls. Donc là, on va partir sur la partie intégration dans la CI, qui est assez simple, grâce aux self-hosted runners de GitHub. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que sur notre PC qui roule les tests, on a installé un self-hosted runner. C'est une procédure bien expliquée et très simple. Et ce qui fait que, j'imagine que vous avez déjà vu l'écran de gauche, donc une action GitHub qui s'exécute, mais qui s'exécute sur notre Mac de test. Là où il a fallu se poser un petit peu, c'est plus comment on faisait quel déroulement mettre en place, puisque du coup, on a un seul runner, donc un job à la fois, et que, on vous disait, le hardware, c'est plus lent. C'est-à-dire que là, pour nos 2300 tests qui, normalement, sont dans les 15-20 minutes en mock, on était dans les 6 heures par device. Donc là, à partir du moment où on avait cette donnée en tête, notre idée, c'était de réussir à faire les tests toutes les nuits. Mais 12 heures, pour les deux devices, ça reste long. Donc déjà, on a regardé un peu la partie build des apps, qui était déjà assez relativement longue. On s'est dit, là, pour le coup, ça ne sert à rien de faire sur notre self-hosted runner, sur notre machine, parce que du coup, on ne peut pas les paralléliser. Donc on a découpé le build des apps en deux, finalement. Vraiment, le lancement du build, la création de l'APK et de l'IPA, là, on utilise un runner classique. Donc les deux sont faits à la fois. Et par contre, une fois qu'ils sont prêts, on a une deuxième action qui, elle, va s'exécuter sur notre machine pour télécharger l'IPA et l'APK. Mais bon, là, on a gagné quoi, 15-20 minutes. Donc on est encore loin d'avoir gagné énormément de temps. Donc après, pour pouvoir tenir dans une nuit et pouvoir exécuter nos tests toutes les nuits, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé les tests en deux. Et à chaque fois, on fait la moitié sur une target et l'autre moitié sur l'autre. Et puis on échange. Et comme ça, on a un feedback assez intéressant dans un temps correct. Et du coup, là, cette fois-ci, on a donc nos tests automatisés et qui sont lancés de manière automatique, connectés à la CI.
À ce stade, on est plutôt content, voilà. Mais par contre, il y a quand même un petit truc qui nous embête, c'est la fameuse prise. Parce que, en fait, clairement, le praticien, quand il va arriver chez son patient, il ne va pas dire excusez-moi, est-ce que je peux me brancher au secteur. Voilà, donc on n'était pas assez proche de la réalité. On voulait voilà, lancer nos tests sur batterie pour voir comment le lecteur se comporte. Et donc pour faire ça, on a utilisé un module qui s'appelle le Nomad Lab. Non, pas le Nomad Lab. L'acronyme, pardon, rien à voir. L'acronyme, voilà, donc ce module-là, en fait, c'est tout simple, hein, c'est un hub USB, mais qui est contrôlable, qui, du coup, depuis un PC, on peut lui faire différentes actions, comme de déconnecter ou connecter un port USB, sans avoir à le faire physiquement. Et donc, on a fait, voilà, vous voyez, un script tout simple en Python pour le contrôler et juste faire notre power off, power on. Pourquoi Python tout bêtement parce qu'on avait besoin de quelque chose qui était appelable depuis la GitHub Action ou depuis notre Kotlin. Et donc là, c'était assez simple. Et puis voilà, on voulait rester sur quelque chose de simple. Donc là, cette fois-ci, si on revient sur notre architecture, là, on peut dire qu'on a vraiment un truc satisfaisant qui tourne automatiquement avec notre lecteur qui est sur batterie pour passer les tests et avoir un peu un feedback sur combien de pourcentage de batterie on perd sur le déroulement des tests, etc. Et donc là, j'espère que vous comprenez mieux l'image du début. Donc avec la partie bleue qui est vraiment la partie émulation, donc avec les deux Windows et le Nomad Lab, les deux Nomad Lab, ouais. En blanc, notre lecteur, donc qui sont connectés au Nomad Lab et à l'acronyme dans la partie bleu foncé. Les téléphones mobiles, donc là, dans ce cas-là, vous voyez que les tests sont en train de tourner sur l'Android. Et donc notre PC de test, lié à la GitHub. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et du coup, n'hésitez pas à utiliser les micros du milieu, s'il vous plaît. Le micro juste à côté. Ouais. Ah. Tester différentes versions d'iOS ou différentes versions d'Android. Ouais, alors là, on n'y est pas encore. On a aussi deux tests qui sont faits, du coup, plus en mode mock, pour le coup, où on tourne, on utilise BrowserStack, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui permet de tourner sur différentes versions. Et pour le coup, après, en plus de ça, parce que là, pour le coup, on n'a pas, on va dire, l'espace pour faire avec différentes versions, mais on a aussi une équipe de QA qui, elle, a différents téléphones, ce qui nous permet d'avoir un peu de feedback. Mais ça nous arrive d'avoir des problèmes Bluetooth liés aux versions ou ce genre de choses. Ouais. C'est très intéressant comme question. Du coup, vous trouvez beaucoup de bugs? Ou plus sur Android ou iOS ou... On en a trouvé, surtout qu'on a eu une grosse phase de développement à un moment sur la partie. En fait, on a refait la partie communication, le PCC over BLE. Et donc, ouais, dans cette phase-là, oui, on a trouvé pas mal de choses où, en fait, qui arrivaient après un certain nombre d'occurrences, en fait. Mais je dirais plutôt iOS qu'Android. Le hub pilotable, là, l'ordre de grandeur du coût, j'ai vu des hubs pilotables, c'était hors de prix, donc ça a été éliminé comme solution, vous savez, si c'est plutôt 100 € ou plutôt... Non, c'est en milliers, oui. C'est en quelques milliers. Ouais, c'est combien? Quelques milliers, je sais plus. Quelques milliers d'euros? Oui, enfin pas 10 000, mais quelques milliers. Oui. D'accord, merci. Je peux répondre à la question en fait sur la partie hub. On parlait du hub ou des testeurs de cartes, pardon? Parlez du hub USB, monsieur. Du hub USB. C'est peut-être Elise qui pourra répondre. Ouais, là, je saurais plus. Ça fait un moment, et je vous avoue que je vais dire. C'est à peu près 200 de mémoire, grosso modo. Ouais, j'aurais dit plutôt peut-être une centaine. Mais... Ouais. Mais bon, je voudrais pas dire de bêtises, du coup, je pense que. S'il a la réponse. Ouais, en fait, il y a une façon de. Je fais beaucoup de tests automatiques de mon côté pour mon boulot, et une façon de faire, c'est de. En fait, il y a des relais qui sont pilotables à distance, et en fait, on peut prendre juste le VBus, donc on coupe le câble USB, on le défait,
On prend juste le fil rouge qui est l'alimentation, en fait, on le branche dans le relais, et en fait, on peut contrôler l'alimentation de l'USB de cette manière-là. C'est ce qu'il fait aussi en dessous du capot. Ouais, c'est globalement ce qu'il pas fait. le faire. On peut le faire à la main, en fait. Oui, tout à fait. Ça se fait. Et je trouve que, bon là, donc, on a les vu la données vont part. toujours marcher. Il n'y aura plus de données dans ce cas-là, parce qu'il ne sera plus alimenté, mais on peut réactiver l'alimentation, dans ce cas-là, tout fonctionnera correctement. En fait, il y a des relais qu'on peut... Ouais, un Arduino, n'importe quoi. Après, il y a plein de relais qu'on peut trouver comme ça, assez facilement. Ouais. Ça coûte moins cher. Là, dans notre cas, je trouve qu'on a vu le premier use case où on en a eu besoin. On a aussi, à un moment, on s'était dit, parce que là, on a aussi la possibilité de couper soit les data, soit le power. Et on s'était dit qu'on aurait peut-être besoin à un moment d'avoir le power sans data. Et je trouve que, donc là, on a vu la partie vraiment mobile, mais pour la partie desktop, va falloir aussi qu'on puisse passer d'un PC à un autre. Donc voilà. Il a une utilisation un peu plus large, mais voilà, pour compléter. Merci pour le talk. Pour commencer, je me posais la question, si la certification évolue, il y a des cartes qui vous sont renvoyées, en fait, vous avez des mises à jour de cartes et que vous devez à nouveau ressampler pour enrichir votre bibliothèque de tests. C'est ça l'idée ou... Oui, les tests évoluent. Et de toute façon, même avant, finalement, toute cette partie-là, c'était déjà le cas. Et voilà, elle évolue régulièrement. Là, depuis qu'on est là, on n'a pas eu de mise à jour de cartes. Mais on a les recorders qui sont prêts, que ce soit pour recorder en mock ou en émulé, s'il faut ajouter. Tout à fait. Merci. Bonjour et merci pour la presse. Une question, comment vous faites pour tester la partie sécu des cartes chip? Vous avez des KMS pour la crypto, comment vous faites cette partie-là? Je suppose que vos cartes, quand même, ils ont une petite sécurité, en fait. Oui, bien sûr. C'est ce que présentait un peu Nabil sur ce qu'on modifie. En effet, la partie, tout ce qui est comment dire, la facture, elle est chiffrée et tout. Enfin, tout ça, forcément, on peut pas le faire. Là, on teste vraiment la logique. Ensuite, on a des tests manuels pour aller plus loin, puisqu'on ne peut pas, du coup, émuler cette partie-là. Alors, les tests vraiment matériels sur la partie sécu, c'est fait en amont par le GIE qui nous fournit les cartes. On n'est pas censé faire ce genre de choses. On est plutôt au niveau fonctionnel de ce point de vue-là. Accouche. Merci pour la présentation. J'avais une question. Puisque prochainement la carte vitale sera dématérialisée, est-ce que c'est un cas d'usage auquel vous travaillez déjà ou auquel vous avez déjà été approché pour travailler dessus? Alors oui, on travaille dessus. Après, du coup, pour le moment, il n'y a pas de lecteur prévu chez nous pour le faire. Il y a un grand nombre de lecteurs disponibles, donc on n'a pas encore eu besoin de cette partie test hardware, on va dire. Merci. S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup.